Le 27 avril 1945, un homme qui autrefois commandait la loyauté de millions de personnes se retrouva caché à l'arrière d'un camion allemand, portant un manteau et un casque de la Wehrmacht surdimensionné, essayant désespérément de fuir à travers la frontière suisse. Quelques heures plus tôt, il avait été le dictateur de l'Italie. Maintenant, il était un fugitif dont le destin ne tenait qu'à un fil. Ceci est l'histoire des dernières 24 heures de Benito Mussolini, un effondrement dramatique qui se terminerait non pas avec la pompe et la cérémonie qu'il avait toujours désirées, mais sur une petite place de village, témoin d'Italiens ordinaires qui avaient souffert sous son règne pendant plus de 2 décennies. Les événements qui se déroulèrent entre le matin du 27 avril et l'après-midi du 28 avril 1945 représentent l'une des fins les plus dramatiques du règne de tout dictateur dans l'histoire moderne. Ce qui se passa durant ces heures cruciales changerait à jamais la façon dont le monde se souvenait d'Il Duce. Le matin du 27 avril 1945 trouva Benito Mussolini dans la petite ville de Côme près de la frontière suisse. L'autrefois puissant dictateur faisait maintenant partie d'un convoi allemand tentant de fuir vers la Suisse neutre. Les forces alliées se rapprochaient du sud et Milan était tombé quelques jours plus tôt. Pour Mussolini, cela représentait sa dernière chance de survie. Seulement 3 semaines auparavant, Mussolini avait rencontré des officiels allemands dans son quartier général à Gargnano, maintenant toujours l'illusion que la République sociale italienne pourrait survivre à l'avancée alliée. L'état fantoche qu'il avait établi dans le nord de l'Italie après son sauvetage par des parachutistes allemands en 1943 s'effondrait plus rapidement que quiconque l'avait anticipé. La ligne gothique avait été percée, les forces allemandes étaient en pleine retraite et l'activité partisane avait atteint des niveaux sans précédent dans toute la région. Le convoi ce matin-là consistait en plusieurs véhicules transportant des officiels allemands, des dirigeants fascistes italiens et leurs familles. La composition révélait le désespoir de la situation. Des officiers SS de haut rang voyageaient aux côtés de ministres italiens qui étaient restés loyaux à la République de Mussolini. Leurs épouses agrippaient des bijoux et des documents personnels qui représentaient leur seule richesse restante. Des enfants regardaient nerveusement par les fenêtres des véhicules, confus par l'urgence et la peur qu'ils percevaient chez les adultes autour d'eux. Mussolini avait abandonné son uniforme militaire caractéristique pour un manteau allemand et un casque d'acier, espérant que le déguisement lui permettrait de passer inaperçu à travers les points de contrôle partisans qui devenaient de plus en plus courants le long des routes d'évasion. La transformation était à la fois pratique et symbolique. L'homme qui avait passé des décennies à façonner son image d'Il Duce, qui avait posé pour d'innombrables photographies en uniformes élaborés conçus pour projeter force et autorité, cachait maintenant son identité sous les insignes de ses alliés allemands. L'ironie était manifeste. L'homme qui avait autrefois paradé sur des balcons, déclarant le destin impérial de l'Italie à des foules rugissantes sur la Piazza Venezia, était maintenant courbé à l'arrière d'un camion militaire, son visage caché sous des insignes étrangers. Sa maîtresse, Clara Petacci, voyageait séparément avec d'autres réfugiés italiens, ajoutant une autre couche de complexité à une situation déjà désespérée. Elle avait refusé de multiples opportunités de fuir indépendamment, insistant pour partager quel que soit le sort qui attendait l'homme qu'elle avait aimé pendant plus d'une décennie. La route qu'ils avaient choisie suivait la rive occidentale du lac de Côme, un chemin qui avait été utilisé par d'innombrables réfugiés fuyant les forces alliées qui avançaient. Le lac, qui avait autrefois accueilli d'élégantes villas de vacances pour l'élite italienne, servait maintenant de corridor pour les désespérés et les vaincus. Des villes anciennes, qui avaient été témoins de siècles d'histoire italienne, étaient sur le point d'assister au chapitre final de l'une des périodes les plus tumultueuses de l'existence de la nation. Alors que le convoi se frayait un chemin vers le nord à travers le terrain montagneux près du lac de Côme, la situation devenait plus précaire d'heure en heure. Des rapports leur parvenaient de barrages routiers partisans en avant, et des rumeurs se répandaient que les gardes-frontières suisses ne permettaient plus aux réfugiés italiens de traverser. Le pays neutre qui avait maintenu son indépendance tout au long de la guerre était maintenant submergé de fascistes en fuite et d'officiels allemands cherchant refuge. Les autorités suisses avaient commencé à refouler tous sauf le personnel le plus essentiel, et le nom de Mussolini ne figurait certainement sur aucune liste de réfugiés bienvenus. Le nœud coulant se resserrait, et tout le monde dans le convoi comprenait que la capture signifiait une mort presque certaine. Le mouvement partisan avait clairement fait savoir, par des tracts et des émissions radio, que les dirigeants fascistes feraient face à une justice immédiate s'ils étaient capturés. Il n'y aurait pas d'échange de prisonniers, pas de négociations,
et pas de pitié pour ceux qui avaient collaboré avec l'occupation allemande ou participé à la répression brutale de la résistance italienne. Les officiers allemands dirigeant le convoi étaient principalement préoccupés par leur propre survie. Ils avaient peu de loyauté envers Mussolini à ce stade, le considérant plus comme un handicap qu'un atout. Certains chuchotaient entre eux à propos d'abandonner complètement l'ancien dictateur, si cela signifiait sauver leur propre vie. Le Troisième Reich s'effondrait. Hitler était piégé dans son bunker de Berlin, et ses officiers comprenaient que leur obligation première était envers eux-mêmes et leurs familles, pas envers leurs alliés italiens. Le colonel Hans Fallmayer, l'officier allemand commandant le convoi, avait déjà établi des plans d'urgence pour un tel scénario. S'il était forcé de choisir entre ses propres hommes et les réfugiés italiens, il n'hésiterait pas à sacrifier ces derniers. Ce calcul reflétait l'effondrement plus large de l'Alliance de l'Axe dans ces dernières semaines. Des partenariats qui avaient semblé inébranlables quelques mois plus tôt se dissolvaient en suspicion mutuelle et intérêt personnel quand la survie était en jeu. Mais il était trop tard pour de tels calculs. Vers midi le 27 avril, le convoi rencontra son premier obstacle majeur, un poste de contrôle partisan près du village de Musso. La tension dans l'air était palpable, alors que des combattants de la résistance armés s'approchaient des véhicules, leurs yeux scrutant chaque occupant avec une intensité suspecte. Ce n'étaient pas des soldats réguliers, mais des hommes et des femmes locaux qui avaient une connaissance intime de la région et de ses habitants. Ils pouvaient repérer des irrégularités qui pourraient échapper à l'attention du personnel militaire conventionnel. Le poste de contrôle avait été établi quelques heures plus tôt sur la base de rapports de renseignement indiquant que des cibles de grande valeur tentaient de fuir par cette route particulière. Les partisans qui le tenaient avaient été spécifiquement briefés pour surveiller les officiels fascistes déguisés et pour effectuer des inspections minutieuses de tous les véhicules revendiquant un statut militaire allemand. Ce qui allait se passer ensuite allait mettre en mouvement la séquence finale irréversible d'événements qui mettrait fin à la vie de Mussolini dans les 24 heures suivantes. Le poste de contrôle partisan près de Musso était tenu par des membres de la 52e brigade Garibaldi, une unité de résistance communiste qui opérait dans la région depuis des mois. Ce n'étaient pas des soldats professionnels, mais des Italiens ordinaires qui avaient pris les armes contre le fascisme. Agriculteurs, ouvriers d'usines et étudiants, unis par leur haine du régime qui avait apporté tant de souffrance à leur pays. La brigade avait été nommée d'après Giuseppe Garibaldi, le héros du 19e siècle qui avait combattu pour l'unification italienne, et ses membres se voyaient comme continuant sa tradition de libération de l'Italie de la domination d'étrangères. Beaucoup avaient perdu des membres de leur famille à cause de la violence fasciste. D'autres avaient été emprisonnés ou torturés par la police secrète de Mussolini et tous portaient des rancunes personnelles contre le régime qu'ils aidaient maintenant à détruire. Lorsque le convoi allemand s'approcha, les partisans se préparèrent initialement à le laisser passer. Les véhicules militaires allemands étaient encore courants le long de ces routes et les combattants de la résistance étaient plus intéressés à capturer des fascistes italiens qu'à détenir du personnel de la Wehrmacht en fuite. Cependant, quelque chose dans ce convoi particulier éveilla les soupçons parmi les combattants expérimentés qui avaient appris à faire confiance à leurs instincts concernant les situations inhabituelles. L'un des chefs partisans, un homme nommé Urbano Lazzaro, remarqua que plusieurs des soi-disant soldats allemands semblaient nerveux d'une manière qui ne correspondait pas au comportement typique de la Wehrmacht. Leurs uniformes n'étaient pas bien ajustés, et certains semblaient transpirer malgré l'air frais de la montagne. Lazzaro avait brièvement servi dans l'armée italienne avant de rejoindre la résistance, et son expérience militaire lui donnait un œil pour les détails qui pourraient échapper aux combattants civils. Le commandant partisan avait reçu des renseignements spécifiques quelques heures plus tôt concernant des cibles de haute valeur tentant de fuir par cette route. Les communications radio d'autres unités de résistance avaient signalé des convois allemands suspects dans toute la région, et le quartier général partisan avait émis des ordres pour effectuer des inspections approfondies de tous les véhicules militaires, quelle que soit leur nationalité ou autorisation apparente. Lazzaro ordonna une inspection plus approfondie des véhicules, une décision qui changerait le cours de l'histoire italienne. Ces hommes s'approchèrent de chaque camion avec les armes prêtes, exigeant de voir les papiers d'identité et posant des questions pointues en italien et en allemand. Les véritables officiers allemands répondirent avec l'efficacité militaire typique, produisant une documentation appropriée et répondant aux questions avec une autorité pratiquée. Mais les Italiens déguisés peinaient à maintenir leur mascarade sous un examen minutieux. Alors que les partisans commençaient à vérifier les documents et à examiner les visages de plus près, la tension devint insupportable. Les officiers allemands maintinrent leur sang-froid,
comprenant que leur survie dépendait du maintien de l'illusion qu'il s'agissait d'une évacuation militaire de routine. Cependant, ils ne pouvaient rien faire pour aider leurs passagers italiens à maintenir leur déguisement sans compromettre leur propre sécurité. Certains des officiels fascistes cachés avaient oublié de retirer les insignes militaires italiens de sous leurs manteaux allemands. D'autres ne parlaient pas assez bien l'allemand pour passer même un questionnement sommaire, et leurs accents les identifiaient immédiatement comme italiens, malgré leurs uniformes de la Wehrmacht. Les mains d'un homme tremblaient si violemment lorsqu'on lui demanda de produire ses papiers que les documents se dispersèrent sur le sol, révélant des cartes d'identité italiennes mêlées aux accréditations militaires allemandes. La preuve la plus accablante vint lorsque l'un des partisans reconnut un officiel fasciste mineur qui avait participé à de brutales représailles contre les populations civiles de la région. L'homme avait essayé de cacher sa cicatrice faciale distinctive sous des bandages, prétextant une récente blessure de guerre. Mais ses yeux et sa voix étaient impossibles à confondre pour quelqu'un qui avait été témoin de ces crimes de première main. C'est durant cette inspection qui s'intensifiait qu'un des partisans reconnut un visage qui avait été placardé sur des affiches de propagande dans toute l'Italie pendant plus de 20 ans. Malgré le casque surdimensionné et la posture courbée, la mâchoire distinctive et les yeux pénétrants étaient impossibles à confondre. Le partisan chuchota urgemment à ses camarades, et en quelques instants, l'ensemble du poste de contrôle bourdonna d'une tension électrique, alors que la réalisation incroyable se répandait parmi les combattants de la résistance. Giuseppe Negri, un jeune partisan qui avait grandi en voyant l'image de Mussolini dans chaque salle de classe et bâtiment public, fut le premier à exprimer ce que tout le monde pensait. Son identification chuchotée d'Il Duce envoya des ondes de choc à travers le poste de contrôle, alors que des combattants qui avaient rêvé de ce moment pendant des années se retrouvaient soudain face à face avec leur plus grand ennemi. Mussolini, réalisant que son déguisement avait échoué, tenta un dernier pari. Il redressa ses épaules et essaya d'assumer l'attitude autoritaire qui avait autrefois commandé respect et peur dans toute l'Italie. Pendant un moment, il tenta de projeter la même présence qui avait hypnotisé les foules depuis les balcons des palais et dominé les conférences internationales où il avait négocié avec les dirigeants mondiaux en tant qu'égal. Mais la magie avait disparu. Le contexte avait complètement changé, et les mêmes gestes qui avaient autrefois inspiré la crainte semblaient maintenant pathétiques et désespérés. Au lieu de la figure imposante qui avait hypnotisé les foules depuis les balcons des palais, les partisans ne virent qu'un vieil homme effrayé dans un manteau mal ajusté, essayant sans succès de reprendre une autorité qui n'existait plus. La capture fut rapide et décisive. Les partisans encerclèrent le véhicule et ordonnèrent à tout le monde de sortir, leurs armes braquées sur les occupants qui étaient soudainement devenus les prisonniers les plus précieux du nord de l'Italie. Les officiers allemands furent séparés des Italiens et la vraie nature du convoi devint claire. Ce n'était pas juste une retraite militaire, c'était une tentative d'évasion par certains des criminels de guerre les plus recherchés d'Italie. Le colonel Fallmeyer, l'officier allemand commandant, se distancia immédiatement des passagers italiens, produisant une documentation prouvant le statut militaire légitime de son unité et soulignant qu'il n'avait fourni que le transport comme geste humanitaire. Son abandon rapide de ses anciens alliés démontra l'effondrement complet de la solidarité de l'Axe dans la phase finale de la guerre. Clara Petacci, qui avait voyagé dans un véhicule différent, fut également identifiée et détenue lorsque les partisans effectuèrent une fouille complète du convoi. Sa présence confirma ce que les partisans avaient soupçonné. Ils avaient capturé non pas n'importe quel fasciste en fuite, mais l'ancien dictateur lui-même avec son cercle intime et la femme qui avait partagé ses dernières années au pouvoir. L'identification de Petacci ajouta une autre couche de signification à la capture. Elle n'était pas inconnue du public italien, ayant été présentée dans les médias fascistes comme un exemple de la féminité italienne. Bien que sa relation avec Mussolini ait été soigneusement obscurcie par les censeurs du régime, sa décision de rester avec le dictateur dans sa fuite finale démontrait une loyauté personnelle qui lui coûterait finalement tout. La nouvelle de la capture de Mussolini se répandit comme une traînée de poudre à travers le réseau de communication partisan. En quelques heures, les dirigeants de la résistance dans tout le nord de l'Italie surent qu'Il Duce était enfin entre leurs mains. Les opérateurs radio transmirent des messages codés au quartier général partisan, tandis que des coureurs portèrent la nouvelle aux unités de résistance isolées qui s'étaient battues dans les montagnes pendant des mois, sans aucun espoir d'accomplir une victoire aussi monumentale. L'impact psychologique de la capture s'étendit bien au-delà de sa signification militaire immédiate. Pour les combattants partisans qui avaient risqué leur vie pendant des mois ou des années, souffrant souvent de terribles pertes et revers,
La saisie de Mussolini représentait la validation de leur lutte entière. L'homme qui avait semblé presque surhumain dans sa capacité à survivre aux crises politiques et aux désastres militaires était maintenant leur prisonnier, prouvant que même les dictateurs les plus puissants étaient finalement vulnérables à la résistance populaire. Mais la capture présentait également des problèmes pratiques immédiats. Les partisans possédaient maintenant l'homme le plus recherché d'Italie, et ils faisaient face à des décisions urgentes sur ce qu'il fallait faire de lui dans une situation militaire en évolution rapide. Alors que la nuit tombait le 27 avril, Mussolini se retrouva emprisonné dans une petite ferme du village de Bonzanigo. Le bâtiment était modeste et exigu, un contraste frappant avec les palais et grandes résidences qu'il avait occupées pendant ses années au pouvoir. La Villa Torlonia, à Rome, où il avait vécu comme Premier ministre, semblait un monde différent comparé à cette simple demeure paysanne avec ses murs de pierre brute et son mobilier basique. Les partisans avaient choisi cet emplacement avec soin. Il était suffisamment éloigné pour éviter l'attention non désirée de sympathisants fascistes restants ou de patrouilles allemandes, mais assez proche de leur structure de commandement pour une communication rapide. La ferme appartenait à une famille locale qui avait souffert sous les politiques fascistes, faisant d'eux des alliés fiables pour garder leur prisonnier le plus important. L'homme qui avait autrefois contrôlé le destin de millions faisait maintenant face à la nuit la plus impuissante de sa vie. Il était confiné dans une petite pièce avec Clara Petacci, gardé par des partisans armés qui le voyaient non comme un ancien chef d'État, mais comme un criminel de guerre responsable d'innombrables morts et de souffrances incommensurables. Les gardes se relayaient toute la nuit, assurant que quelqu'un surveillait toujours leurs prisonniers avec des armes chargées et une attention constante. Tout au long de cette longue nuit, le comportement de Mussolini alternait entre des tentatives désespérées de dignité et des moments de terreur visibles. La transformation psychologique était remarquable à observer. L'homme qui avait dominé la politique européenne pendant plus de 2 décennies, qui avait négocié avec Hitler d'égal à égal et commandé la loyauté de millions, faisait maintenant les 100 pas nerveusement dans une pièce exiguë de ferme. Son destin entièrement entre les mains de fermiers et d'ouvriers d'usine qu'il avait autrefois méprisés comme masses insignifiantes. Il tenta d'engager ses ravisseurs dans la conversation, faisant parfois appel à leur sens du nationalisme italien, leur rappelant les gains territoriaux que l'Italie avait réalisés sous sa direction et les projets d'infrastructures qui avaient modernisé le pays. À d'autres moments, il tenta de négocier pour sa vie, offrant des informations sur les réserves d'or fascistes cachées et promettant de révéler les emplacements d'autres officiels en fuite s'il garantissait sa sécurité. Les partisans, cependant, restèrent insensibles à ces supplications. Ils avaient vu trop d'horreurs de la guerre pour être influencés par la rhétorique de l'homme qu'ils tenaient responsable de l'implication de l'Italie dans le conflit. Beaucoup avaient perdu des membres de leur famille dans la guerre. D'autres avaient été témoins de représailles brutales contre les populations civiles, et tous portaient des souvenirs de la répression et de la violence qui avaient caractérisé le régime fasciste. La présence de Clara Petacci ajoutait une autre dimension à la situation déjà tendue. Elle avait choisi de rester avec Mussolini, malgré de nombreuses occasions de fuir séparément. Et maintenant, elle faisait face au même destin incertain. Sa loyauté était à la fois touchante et tragique. Une femme qui aurait pu échapper à la sécurité, mais choisit plutôt de partager le destin qui attendait son amant. Les partisans débattaient entre eux sur ce qu'il fallait faire d'elle, reconnaissant qu'elle n'était pas une dirigeante politique, mais comprenant que son association avec le dictateur faisait d'elle un symbole du régime qu'ils avaient combattu pour renverser. Certains argumentaient qu'elle était simplement une victime des circonstances, prise dans des événements au-delà de son contrôle. D'autres insistaient sur le fait que ses années comme compagne de Mussolini la rendaient complice de ses crimes, sinon par action directe, alors par son soutien symbolique à son régime. Toute la nuit, Petacci tenta de réconforter Mussolini tout en luttant avec sa propre peur. Elle avait vécu une vie de luxe et de privilèges comme maîtresse du dictateur, assistant à des fonctions sociales élaborées et jouissant de la protection qui venait avec sa position. Maintenant, dans cette humble ferme, elle faisait face à la réalité que son association avec le pouvoir avait fait d'elle une cible pour ceux qui cherchaient la justice. Pendant ce temps, des communications urgentes circulaient entre les commandants partisans dans toute la région. La capture de Mussolini présentait à la fois une opportunité et un problème d'une ampleur sans précédent. Ils avaient accompli ce que beaucoup pensaient impossible, capturer vivant l'homme qui avait conduit l'Italie dans son chapitre le plus sombre. Mais maintenant, ils faisaient face à la question de ce qu'il fallait faire de lui, et la décision aurait des implications bien au-delà de leur situation militaire immédiate.
Certains dirigeants partisans plaidaient pour un procès public, croyant que Mussolini devrait faire face à la justice dans un tribunal où ses crimes pourraient être pleinement exposés et documentés pour l'histoire. Cette approche fournirait une légitimité à leur cause et démontrerait que le mouvement de résistance opérait selon des principes légaux et moraux, plutôt que par simple vengeance. D'autres insistaient sur le fait que la situation était trop volatile pour de telles procédures, argumentant que tout retard risquait soit son sauvetage par les forces fascistes restantes, soit sa libération par les troupes alliées qui avançaient et qui pourraient préférer gérer son sort par des tribunaux internationaux. La situation militaire pratique exigeait une action rapide plutôt que de longs processus légaux. Le débat révélait des tensions plus profondes au sein du mouvement de résistance sur la nature de la justice et l'avenir de l'Italie. Les partisans communistes tendaient à favoriser une justice révolutionnaire immédiate, considérant l'exécution de Mussolini comme nécessaire pour empêcher toute possibilité de son retour au pouvoir. Les combattants de la résistance, libéraux et modérés, étaient plus enclins vers des procédures légales qui établiraient des précédents pour l'Italie démocratique qu'ils espéraient construire. Alors que la nuit avançait, des rapports parvenaient au commandement partisan que d'autres hauts responsables fascistes avaient été capturés à divers points le long de la route d'évasion. L'ensemble de l'échelon supérieur de la République sociale italienne semblait tomber entre les mains de la résistance, créant une pression supplémentaire pour prendre des décisions rapides sur leur sort. Chaque heure qui passait augmentait le risque que les forces alliées arrivent et demandent la garde des prisonniers. Alessandro Pavolini, le leader fasciste fanatique qui avait aidé à organiser la République sociale italienne, avait été capturé près de Bergame. Achille Starace, l'ancien secrétaire du Parti national fasciste, connu pour son application brutale de l'idéologie fasciste, était entre les mains des partisans près de Côme. La résistance avait réussi au-delà de leurs attentes les plus folles, capturant non seulement Mussolini, mais pratiquement tout son gouvernement restant. L'ancien dictateur semblait sentir que son temps était compté alors que l'aube approchait. Selon les partisans qui le gardaient cette nuit-là, il parlait fréquemment de son héritage, parfois avec défi, insistant sur le fait que l'histoire justifierait ses tentatives de restaurer la grandeur de l'Italie. À d'autres moments, il manifestait quelque chose s'approchant du regret, particulièrement en discutant du coût humain de la guerre et de la souffrance qu'elle avait apportée au peuple italien. Il mentionna ses enfants à plusieurs reprises, exprimant son inquiétude pour leur sécurité et leur avenir dans une Italie post-fasciste. Son fils aîné, Vittorio, avait été une figure importante dans le cinéma et la propagande fasciste. Sa fille, Edda, avait épousé Galeazzo Ciano, le ministre des Affaires étrangères, qui avait finalement retourné contre son beau-père et été exécuté pour trahison. Le coût personnel de ses choix politiques semblait peser lourdement sur lui dans ces dernières heures. Mussolini réfléchit également à sa relation avec Hitler et l'Allemagne nazie, exprimant parfois de la frustration envers ses alliés allemands et leur traitement de l'Italie comme partenaire junior dans l'alliance de l'Axe. Il semblait comprendre que sa décision d'aligner l'Italie avec l'Allemagne nazie avait été une erreur fatale, qui avait finalement conduit à sa situation actuelle. Mais alors que l'aube approchait le 28 avril, il devint clair que les réflexions philosophiques sur son héritage seraient sans importance. Le commandement partisan avait atteint une décision pendant leur délibération toute la nuit, qui scellerait son sort dans les heures à venir. Le débat était terminé, et l'acte final de la vie de Mussolini était sur le point de commencer. L'aube du 28 avril apporta avec elle une finalité que tous les participants semblaient sentir. Les commandants partisans avaient passé la nuit en consultation urgente, et au matin, leur décision était prise. Il n'y aurait pas de long procès, pas de transfert à la garde alliée, et aucune opportunité pour Mussolini de devenir un point de ralliement pour les sympathisants fascistes restants. L'homme chargé d'exécuter cette décision était Walter Audisio, un commandant partisan communiste connu sous son nom de guerre, colonel Valerio. Audisio avait combattu contre le fascisme depuis les premiers jours de la résistance et il avait perdu des amis et des camarades à cause de la répression brutale du régime. Pour lui, cette mission représentait non seulement une nécessité militaire, mais une justice personnelle pour des années de souffrance sous le règne de Mussolini. Audisio arriva à la ferme de Bonzanigo avec une petite équipe de partisans. La décision avait été prise au plus haut niveau du commandement de la résistance et il n'y avait pas de place pour le débat ou le retard. La guerre faisait toujours rage, les forces alliées avançaient rapidement et les partisans comprenaient que garder Mussolini en vie posait trop de risques et de complications.
Quand Audisio entra dans la pièce où Mussolini et Petacci étaient détenus, l'ancien dictateur sembla comprendre immédiatement ce qui se passait. Le commandant partisan fut direct dans sa communication, informant Mussolini qu'il avait été condamné à mort par le Comité de libération nationale pour ses crimes contre le peuple italien. La réaction de Mussolini fut de choc, suivie d'une tentative désespérée de négocier. Il offrit des informations sur les réserves d'or fascistes cachées, promit de révéler les emplacements d'autres officiels en fuite et plaida pour sa vie en des termes qui auraient été impensables quelques jours plus tôt, quand il détenait encore le pouvoir. Mais Audisio resta insensible à ces offres. La décision avait été prise et il n'y avait pas de processus d'appel dans cette cour improvisée de justice révolutionnaire. Le sort de Clara Petacci avait également été scellé par association. Malgré le fait de n'avoir aucun rôle politique officiel, sa présence avec Mussolini et son importance symbolique comme sa compagne la rendaient, selon la vue partisane, complice des crimes du régime. Ses supplications pour la miséricorde tombaient dans des oreilles qui avaient entendu trop d'histoires d'atrocités fascistes pour être influencées par des appels à la compassion. La préparation pour ce qui allait se passer ensuite fut méthodique et rapide. Audisio et ses hommes chargèrent leurs prisonniers dans un véhicule et commencèrent le court trajet vers un emplacement qui serait à jamais associé à la fin du fascisme italien. Le trajet ne prit que quelques minutes, mais il représentait la transition finale de la fuite désespérée de Mussolini à son règlement de compte ultime avec les conséquences de ses actions. Alors que le véhicule serpentait à travers les routes de montagne étroites près du lac de Côme, Mussolini resta assis en silence, comprenant peut-être enfin que sa mainmise de 23 ans sur le pouvoir était sur le point de se terminer, non dans le grand moment historique qu'il aurait pu envisager, mais dans un cadre de village obscur dont peu d'Italiens avaient jamais entendu parler. L'emplacement choisi pour l'acte final était une villa dans la petite commune de Giulino di Mezzegra. C'est ici, devant un portail orné menant à un modeste domaine, que l'une des dictatures les plus notoires du XXe siècle atteindrait sa conclusion. À environ 16h10 le 28 avril 1945, le véhicule transportant Mussolini et Petacci arriva à la Villa Belmonte à Giulino di Mezzegra. L'emplacement fut choisi pour son intimité relative, un quartier résidentiel tranquille où le son des coups de feu attirerait moins d'attention immédiate qu'une place publique ou une route principale. Walter Audisio ordonna aux prisonniers de sortir du véhicule et les positionna devant le portail en fer de la villa. Le cadre était presque banal, une rue de banlieue ordinaire avec des maisons modestes et des jardins bien entretenus. Rien dans l'emplacement ne suggérait qu'il était sur le point de devenir l'un des sites les plus significatifs de l'histoire italienne moderne. Le comportement de Mussolini dans ses derniers moments fut décrit par les témoins comme alternant entre défi et résignation. Il tenta de maintenir une apparence de la dignité qu'il avait cultivée pendant ses années au pouvoir, se tenant aussi droit que possible et essayant de projeter un air de calme, mais ceux qui l'observaient notèrent le tremblement de ses mains et la peur qui était indubitable dans ses yeux. La réaction de Clara Petacci fut différente. Elle semblait être en état de choc, peut-être encore incapable de comprendre pleinement que son association avec Mussolini lui coûterait la vie. Elle fit plusieurs tentatives pour parler, mais Audisio interrompit tout adieu prolongé ou déclaration finale. Le commandant partisan était concentré sur l'accomplissement de sa mission rapidement et efficacement. L'exécution elle-même fut rapide. Audisio leva son arme et tira plusieurs coups à bout portant. Mussolini et Petacci tombèrent immédiatement, et l'homme qui avait dominé la politique italienne pendant plus de 2 décennies était mort en quelques secondes. Il n'y eut pas de grands mots finaux, pas de gestes dramatiques et pas de cérémonie. Juste la fin abrupte d'une vie qui avait façonné le destin de millions. Le commandant partisan vérifia rapidement que tous deux étaient morts, puis ordonna à ses hommes de charger les corps dans le véhicule. Le plan était de les transporter à Milan, où ils seraient exposés publiquement comme preuve que le régime fasciste avait finalement pris fin. Cette décision reflétait la compréhension des partisans que beaucoup d'Italiens auraient besoin d'une confirmation visuelle de la mort de Mussolini avant de croire que leur long cauchemar était vraiment terminé. Alors que le véhicule quittait Giulino di Mezzegra, il ne laissa derrière lui que des effets personnels épars et des taches de sang qui seraient lavées par la prochaine pluie. Le site serait plus tard marqué d'un mémorial modeste, mais au moment du départ, rien ne le distinguait d'innombrables autres rues tranquilles du nord de l'Italie.
Le voyage vers Milan prendrait plusieurs heures, pendant lesquelles la nouvelle de la mort de Mussolini commença à se répandre à travers les réseaux de communication partisans. Le soir, les combattants de la résistance à travers le nord de l'Italie savaient qu'Il Duce était mort, bien que la population générale n'apprendrait son sort que le lendemain matin. Ce qui attendait les corps à Milan compléterait la destruction symbolique du fascisme italien d'une manière que même les partisans n'avaient pas pleinement anticipée. Le trajet de Giulino di Mezzegra à Milan eut lieu dans la lumière déclinante du 28 avril 1945. Walter Odisio et son équipe partisane transportèrent les corps à travers des routes de montagne qui étaient encore dangereuses en raison de forces allemandes dispersées et de loyalistes fascistes restants. L'ironie n'échappa pas aux partisans qu'ils transportaient maintenant clandestinement le cadavre de l'homme qui avait autrefois parcouru ces mêmes routes dans des cortèges motorisés blindés entourés de foules acclamantes. Durant le voyage, Odisio fit face à une décision critique sur comment présenter la mort de Mussolini au public italien. La direction partisane comprenait que simplement annoncer l'exécution du dictateur pourrait ne pas être suffisant. Après 23 ans de règne fasciste, de nombreux Italiens avaient été conditionnés à voir Mussolini comme presque surhumain, une figure dont le pouvoir semblait inébranlable et dont les instincts de survie l'avaient porté à travers de nombreuses crises politiques. Les partisans avaient été témoins de ce phénomène tout au long de la lutte de la résistance. Même alors que les forces fascistes s'effondraient et que le soutien allemand s'évaporait, certains Italiens continuaient à croire que Mussolini émergerait victorieux d'une manière ou d'une autre, ou au moins s'échapperait pour combattre un autre jour. Le mythe de l'invincibilité d'Il Duce avait été soigneusement cultivé à travers des décennies de propagande, et il faudrait une preuve dramatique pour finalement briser cette illusion. Alors que le véhicule approchait de Milan, des rapports parvinrent au commandement partisan que d'autres hauts responsables fascistes avaient également été capturés et exécutés à travers l'Italie du Nord. Toute la structure dirigeante de la République sociale italienne s'effondrait en quelques heures. Cette élimination coordonnée des leaders fascistes représentait la phase finale d'une campagne de résistance qui avait coûté des milliers de vies partisanes au cours des mois précédents. La décision fut prise d'exposer les corps publiquement sur la Piazzale Loreto de Milan, un endroit qui avait une signification particulière pour le mouvement de résistance italien. Quelques mois auparavant, cette même place avait été le site d'une exposition macabre orchestrée par les forces fascistes. Les corps de 15 partisans exécutés y avaient été laissés comme avertissement à quiconque envisageait de résister au régime. Le choix de la Piazzale Loreto pour l'exposition finale de Mussolini était donc profondément symbolique. La place serait témoin du renversement de la brutalité fasciste, alors que les corps des leaders du régime remplaçaient ceux de leurs victimes. Cette transformation de signification d'un site d'intimidation fasciste à un lieu de célébration de la libération capturait parfaitement le renversement plus large du pouvoir qui se déroulait à travers l'Italie. Alors que la nuit tombait le 28 avril, le convoi partisan entra dans la périphérie de Milan. La ville était encore techniquement sous occupation allemande, mais les forces de la Wehrmacht étaient en pleine retraite et les unités partisanes contrôlaient la plupart des quartiers. Les rues qui avaient autrefois été témoins de rassemblements et de défilés fascistes massifs se préparaient maintenant à accueillir la scène finale de l'histoire de Mussolini. La scène était prête pour un spectacle public qui dépasserait tout ce que les partisans avaient planifié ou anticipé. L'aube du 29 avril 1945 apporta avec elle des scènes sur la Piazzale Loreto de Milan qui seraient gravées dans la mémoire collective italienne pour des générations. Les corps de Mussolini, Clara Petacci et d'autres leaders fascistes avaient été disposés sur la place pendant les premières heures du matin, et la nouvelle de leur exposition se répandit rapidement à travers les quartiers de la ville. Ce qui suivit fut une explosion d'émotions publiques qui s'était accumulée pendant plus de 2 décennies. Les Italiens qui avaient vécu sous la répression fasciste, qui avaient perdu des membres de leur famille à cause de la violence du régime et qui avaient enduré des années de guerre et de difficultés, avaient enfin un symbole tangible que leur souffrance était terminée. Les foules qui se rassemblèrent sur la Piazzale Loreto représentaient chaque segment de la société italienne qui avait opposé ou souffert sous le règne de Mussolini. La scène était chaotique et émotionnellement chargée. Les gens se poussaient en avant pour voir de plus près l'homme qui avait dominé leur vie pendant si longtemps. Beaucoup incapables de croire que le dictateur était vraiment mort. Certains crachèrent sur les cadavres, d'autres les frappèrent du pied, et beaucoup regardèrent simplement dans un silence stupéfait la preuve physique que le fascisme en Italie avait finalement pris fin. L'exposition servait de multiples objectifs au-delà de la simple vengeance. Pour le mouvement partisan, elle fournissait une preuve indubitable qu'ils avaient réussi dans leur mission principale, l'élimination de la direction fasciste.
Pour les Italiens ordinaires, elle offrait une forme de libération psychologique, leur permettant de voir de leurs propres yeux que l'homme qu'on leur avait appris à craindre et à révérer n'était rien de plus qu'un être humain mortel. Le comportement de la foule reflétait les émotions complexes que Mussolini avait inspirées tout au long de sa carrière. Certains de ceux rassemblés sur la place l'avaient autrefois acclamé avec enthousiasme pendant son ascension au pouvoir dans les années 20. D'autres l'avaient soutenu pendant les aventures impériales de l'Italie en Éthiopie et les premières années de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant confrontés aux conséquences de ces choix, beaucoup éprouvaient un mélange de honte, de soulagement et de satisfaction vindicative. Les journalistes internationaux qui furent témoins de la scène la décrivirent comme l'une des fins les plus dramatiques de toute dictature dans l'histoire moderne. Les images capturées ce jour-là seraient transmises autour du monde, fournissant une confirmation visuelle qu'un autre des leaders des puissances de l'Axe avait trouvé sa fin pour les forces alliées combattant encore dans d'autres théâtres. Les photographies de la Piazzale Loreto servaient de propagande puissante, démontrant que la victoire sur le fascisme était à la fois possible et inévitable. L'exposition continua tout au long de la matinée avec des foules qui grossissaient à mesure que la nouvelle se répandait. Les résidents de Milan furent rejoints par des gens des zones environnantes qui voyagèrent vers la ville spécifiquement pour être témoins de ce moment historique. La place devint un site de pèlerinage pour quiconque avait souffert sous le règne fasciste et voulait voir la preuve physique de la disparition de son oppresseur. Mais l'exposition publique ne durerait pas indéfiniment. Au fur et à mesure que la journée progressait, tant les autorités italiennes que les commandants militaires alliés commencèrent à exprimer des préoccupations concernant les foules et le potentiel de la situation à échapper à tout contrôle. En fin d'après-midi le 29 avril 1945, les autorités militaires alliées intervinrent pour mettre fin à l'exposition publique sur la Piazzale Loreto. Les corps furent retirés et finalement enterrés dans des tombes non marquées, mettant fin au spectacle physique qui avait captivé Milan tout au long de la journée. Mais l'impact de ces 24 heures entre la capture de Mussolini et son exposition publique résonnerait à travers la société italienne pendant des décennies à venir. La manière de la mort de Mussolini devint un sujet de controverse immédiate et le resterait pendant des années par la suite. Certains argumentèrent que l'exécution partisane représentait une justice sommaire appropriée pour un dictateur qui avait montré peu de pitié envers ses propres victimes. D'autres soutenaient qu'il aurait dû être capturé vivant et jugé soit par les tribunaux italiens, soit par des tribunaux internationaux pour fournir un compte-rendu plus complet des crimes fascistes. La rapidité avec laquelle les événements se déroulèrent, de sa capture le 27 avril à sa mort le 28 avril et à son exposition publique le 29 avril, reflétait la nature chaotique de la phase finale de la guerre dans le nord de l'Italie. Les commandants partisans prirent des décisions basées sur des nécessités militaires et politiques immédiates plutôt que sur des considérations à plus long terme concernant la justice historique ou le précédent légal. Pour le mouvement de résistance italien, l'élimination de Mussolini représentait l'achèvement réussi de leur objectif principal. Les réseaux partisans qui avaient opéré en territoire occupé pendant des mois avaient prouvé que même la dictature la plus enracinée pouvait être renversée par une opposition populaire déterminée. L'impact psychologique de cette réalisation s'étendit bien au-delà des frontières de l'Italie, inspirant les mouvements de résistance dans d'autres pays encore sous occupation fasciste. La réaction internationale à la mort de Mussolini fut mitigée mais généralement positive parmi les nations alliées. Winston Churchill exprima sa satisfaction qu'un des principaux ennemis de la Grande-Bretagne ait trouvé sa fin, tandis que les responsables américains y voyaient une preuve supplémentaire que la guerre en Europe touchait à sa fin. Les leaders soviétiques louèrent l'action partisane comme un exemple de résistance populaire réussie contre le fascisme. En Italie même, la mort de Mussolini marqua le début d'un processus difficile de réconciliation nationale et de reconstruction. Le pays faisait face à l'énorme tâche de reconstruire non seulement son infrastructure physique, qui avait été dévastée par des années de guerre, mais aussi ses institutions politiques et sociales, qui avaient été corrompues par des décennies de règne autoritaire. L'héritage de ces 24 heures finales influencerait la politique et la société italienne pendant des générations. L'image du cadavre de Mussolini pendu sur la Piazzale Loreto devint un symbole puissant des conséquences de la dictature et de la possibilité de la résistance populaire. Elle servit à la fois d'avertissement aux futurs dictateurs en herbe et d'inspiration à ceux qui pourraient avoir besoin de s'opposer à eux. L'endroit où Mussolini mourut, à Giulino di Mezzegra, devint un site de pèlerinage historique, bien que d'une sorte très différente des monuments fascistes qui avaient autrefois parsemé l'Italie. Les visiteurs venaient, non pour célébrer la mémoire du dictateur, mais pour réfléchir aux leçons de son ascension et de sa chute.
et pour se souvenir des Italiens ordinaires qui avaient trouvé le courage de résister à son régime. Les 24 heures finales de la vie de Benito Mussolini encapsulent l'un des effondrements les plus dramatiques de l'histoire politique. De sa tentative désespérée de fuir vers la Suisse déguisé en soldat allemand, à travers sa capture par les forces partisanes, jusqu'à son exécution et son exposition publique sur la Piazzale Loreto de Milan. Ces événements marquèrent non seulement la fin d'un dictateur, mais la conclusion de toute une ère dans l'histoire italienne et européenne. L'homme qui avait autrefois promis de restaurer la gloire de la Rome antique, qui avait conduit l'Italie dans des aventures militaires désastreuses et aligné le pays avec l'Allemagne nazie, rencontra sa fin dans des circonstances qui supprimèrent toute prétention de grandeur ou de signification historique. Ces heures finales furent caractérisées non par les gestes dramatiques et les fioritures rhétoriques qui avaient défini sa carrière publique, mais par la peur, le désespoir et l'impuissance ultime face à des forces qu'il ne pouvait plus contrôler. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer plus de documentaires historiques.